C'est ce que nous allons voir avec Aline Boeuf, que j'invite à me rejoindre sur scène. Bonjour Aline. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Université de Genève. Après un bachelor en économie d'entreprise avec une spécialisation en diagnostic organisationnel, vous avez décidé de reprendre des études en sociologie. Et dans le cadre de ces études, vous vous êtes justement particulièrement intéressé à la santé et au bien-être des femmes au travail. J'ai une question pour vous, lancée dans votre présentation. Quelle est la place historique de la femme au travail et comment, deux questions finalement, les cultures organisationnelles peuvent-elles empêcher ou au contraire favoriser l'épanouissement professionnel des femmes et leur bien-être personnel? Merci. Alors, on croit que les femmes n'ont pas travaillé pendant des siècles, qu'elles ont travaillé à domicile. Eh bien, c'est faux. Sachez que durant la construction de Notre-Dame, il y avait des femmes qui travaillaient sur les chantiers. Mais bien sûr, déjà, elles étaient moins bien payées et qu'elles n'étaient pas reconnues dans les corporations. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance et du bien-être des femmes au travail, on va voir aujourd'hui ce qui peut être fait dans le monde professionnel en 2023. Je sais que vous avez eu une rude soirée, joyeuse. J'espère que je ne vais pas vous endormir avec ma présentation de sociologue. Et j'essaierai de dynamiser un peu au fur et à mesure et de vous choquer un petit peu. On apprend à utiliser les manettes. Youpi. Alors, la FNADEPA a interrogé ses 1500 membres et a publié les résultats d'une enquête finance et RH au début de ce mois de juin 2023. 88% des EHPAD manquent de personnel, 85,7% pour les services à domicile, 54,9% pour les résidences autonomie. Certains d'entre vous ont dû fermer des lits ou refuser des accompagnements. Quelle que soit la raison, qu'en est-il des conditions de travail des employés encore actifs dans ces établissements en situation de pénurie du personnel ? Face à cette pénurie, qu'est-il possible de faire avec les moyens disponibles pour faciliter le quotidien de vos collaboratrices et espérer ainsi avoir des équipes en forme, présentes et engagées sur la durée ? Je vous parle bien aujourd'hui de vos collaboratrices, de vos employées femmes, car il me semble, quand je regarde la salle, que vous devez avoir parmi vos équipes quelques femmes, peut-être même beaucoup, peut-être même une majorité. Donc ça devrait vous intéresser. J'aimerais au cours de cette présentation faire un tour d'horizon de la condition des femmes dans le monde professionnel. Pour cela, j'aborderai différentes notions, telles que la mixité, la ségrégation professionnelle, la santé au travail et les mesures en place à ce jour. Je me concentrerai ensuite sur l'expérience des menstruations au cœur du quotidien au travail, puis vous présenterai quelques actions qui pourraient soutenir la mise en place d'une mixité vivable au travail. Les années 60 sonnent l'entrée officielle massive des femmes dans la sphère professionnelle. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que les femmes ont toujours travaillé contre une rémunération, même faible, au cours de l'histoire, et pourtant deux figures ont dominé tout le XIXe siècle, celle de la femme au foyer et celle de la mère en charge de l'éducation de ses enfants. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'augmentation de la population active a été presque exclusivement due à la progression des femmes. Ces dernières décennies sont marquées par une évolution de l'intégration de ces femmes dans la sphère professionnelle. En France, la part active des femmes a augmenté de 20% en 30 ans pour atteindre 80% en 2006. Et les femmes représentaient en 2022 49% de la population active en France. Mais cette intégration n'est pas synonyme d'égalité. Au contraire, la vie professionnelle des femmes est marquée par l'inégalité, notamment salariale. Les inégalités persistent en Europe. Dans tous les pays, les hommes gagnent plus que les femmes, peu importe les secteurs d'activité ou la profession. C'est ce que montrent les chiffres publiés par le Parlement européen en 2020. Les femmes percevaient une rémunération moyenne de près de 13% moins élevée que les hommes. Malgré des vœux pieux formulés depuis des décennies, la situation concernant les inégalités de genre en France est loin d'être idéale.
Dans leur ouvrage La mixité, Corinne et Martine Chaponnière présentent les différents niveaux de la mixité que la figure ici vous permet de visualiser. Il existerait 6 étages de la mixité, le plus bas étant la non-mixité, suivi de la coprésence, puis de la parité. La parité est une mixité quantitative, donc en fait une population qui serait composée à 50% d'hommes et à 50% de femmes. Les 2 étages les plus hauts de cette ascension seraient l'égalité de traitement et la mixité vivable. C'est mon chouchou comme concept, si jamais, j'ai beaucoup le répété. Cette forme la plus totale serait un espace où le respect entre les genres est réciproque et où les conditions en place ne mènent à aucune discrimination. Dans la sphère professionnelle, si une mixité globale entre femmes et hommes a été atteinte, elle n'est pas synonyme de parité à tous les niveaux hiérarchiques. L'égalité de traitement n'est pas obtenue en ce qui concerne les opportunités d'évolution et les responsabilités. La ségrégation verticale est encore présente car l'accès aux postes haut placés est plus aisé pour les hommes que pour les femmes. Alors que la création d'un marché du travail sexuellement neutre est défendue, la ségrégation sexuée ne peut pourtant pas être ignorée. Sur le marché du travail, les femmes se regroupent dans un nombre limité de métiers, tandis que les hommes se répartissent dans un bien plus large éventail de professions. En Europe, les femmes sont principalement occupées dans les emplois administratifs, des soins aux personnes ou au ménage. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? 3 catégories de métiers emploient presque 60% de la population active féminine. Le secrétariat ou les emplois de bureau, la vente, essentiellement avec des catégories de vendeuses ou de serveuses, les métiers de la santé, du travail social et de l'éducation. Les tâches privées sont devenues des activités professionnelles et sont restées féminines, comme le prouve l'emploi des femmes dans les métiers du care, du soin et de l'éducation. La division sexuelle du travail persiste, tant dans la réalité statistique que dans les représentations. Il y a une conception naturaliste, binaire, qui affirme qu'il existerait des caractéristiques psychologiques propres aux hommes et aux femmes qui viendraient justifier cette division sexuelle des rôles sociaux et professionnels. Les métiers de service réservés aux femmes nécessitent une interaction directe avec le client ou bénéficiaire, dans laquelle le corps de l'employé est au centre. D'une part, parce que dans ce type de métier, l'employé doit de fait utiliser son corps, tout en veillant à cacher les signes d'épuisement et à se montrer souriante. D'autre part, parce que l'activité pour laquelle est rémunéré l'employé consiste à effectuer un travail sur le corps d'autrui. On pense bien évidemment aux aides-soignantes ou aux infirmières. Dans l'ouvrage collectif Encyclopédie critique du genre, un chapitre est dédié au corps au travail des infirmières. C'est un travail sur et avec le corps. Pour devenir un outil efficace, le corps des infirmières doit d'abord s'effacer. La fatigue, l'irritation, la vulnérabilité et la souffrance face à la vulnérabilité d'autrui et aux conditions de travail difficiles doivent disparaître. On discipline le corps et son apparence, blouse blanche, maquillage discret. Et on discipline aussi la fatigue. Et pardon, je me suis perdue. Et ça devient une sorte d'étape psychique requise pour devenir infirmière. Face aux difficultés et à la fatigue liées à la profession, les infirmières développent une stratégie collective afin de se protéger des souffrances. Celle-ci repose majoritairement sur l'autodérision. Elle leur permet d'éviter un déni de leur réalité professionnelle et de maintenir ainsi un sens au travail. C'est dans un article de Judy Wachman, sociologue australienne spécialiste du genre et du travail, que j'ai lu pour la première fois le concept d'institution masculinisée. Sa réflexion insiste sur l'importance d'étudier le caractère sexué de l'ensemble des institutions qui modèlent le travail et les rapports professionnels. Selon elle, tant que l'on ne considérera pas la ségrégation des emplois selon le genre comme une forme institutionnalisée de discrimination à l'égard des femmes, on alimentera l'idée que les femmes choisissent naturellement des métiers dits féminins. À l'origine des discriminations dans l'insertion des femmes sur le marché du travail, l'école et la famille jouent un rôle au cours de l'enfance. Les petites filles et les petits garçons sont conduits à endosser des rôles prédéterminés parce que c'est la tradition, parce qu'on a toujours fait comme ça ou dit comme ça. Les filles jouent à la poupée, les garçons aux petites voitures. Les filles sont littéraires, les garçons sont matheux. Les filles sont calmes et patientes, les garçons bagarreurs, etc. De nombreuses études ont montré cette différenciation sexuée dans l'éducation, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tout ceci se produit de manière masquée, sans que rien ne soit vraiment dit, et façonne donc de manière invisible les comportements qui auront encore au cours plus tard, dans le monde professionnel notamment.
Qu'une femme soit plus discrète qu'un homme, c'est quelque chose d'attendu. Elle aura donc plus de barrières à franchir si elle veut s'affirmer lors d'une réunion, par exemple. Elle sera aussi plus encline à taire une indisposition. Parcours de formation, vie de famille, expérience professionnelle conduisent à une division sexuelle des rôles sociaux. Le parcours professionnel jalonne d'obstacles supplémentaires le travail féminin, temps partiel contraint pour certaines, plein temps étendu pour d'autres, méfiance des employeurs à embaucher des femmes qui interrompent leurs activités pour des maternités, difficulté d'accéder à des postes à responsabilité, voire sexisme ordinaire au quotidien, constituent autant de discriminations qui s'ajoutent à celles du cadre de la société dans son ensemble. Mais peu à peu, femmes et hommes franchissent certaines frontières invisibles et s'aventurent dans les territoires professionnels de l'autre sexe. Aujourd'hui, on peut constater que de nombreuses activités sont devenues mixtes. Pourtant, la division sexuelle des rôles et les inégalités persistent. On note également que le monde du travail est dirigé et pensé majoritairement par des hommes et a tendance à considérer les spécificités biologiques et sociales liées au sexe féminin et peine à faire évoluer son fonctionnement. Les conditions de travail déterminent des inégalités massives en ce qui concerne la santé. L'impact de ces inégalités sur les femmes est insuffisamment pris en compte par les politiques de prévention, notamment car les atteintes à la santé chez les femmes sont invisibilisées par les indicateurs utilisés en santé au travail. Des spécialistes de la santé des femmes au travail ont analysé les méthodes utilisées dans les recherches sur la santé dans le monde professionnel. Elles ont disséqué plus d'une quarantaine d'études et elles ont constaté que l'absentéisme au travail est davantage étudié comme un problème de comportement ou d'attitude personnelle à l'égard du travail que comme un phénomène déroulant de problèmes de santé provoqués en partie par la situation de travail. Autrement dit, les conditions de travail ne sont pas vraiment prises en compte pour expliquer les absences pour maladie. Les deux chercheuses montrent aussi que les femmes sont rarement embauchées dans des emplois qui présentent un risque évident pour la santé. Non, en fait, les femmes, elles sont embauchées du fait de leur supposée faiblesse physique sur des métiers où les risques sont plus insidieux, comme les troubles musculo-squelettiques, le stress, et des métiers dont les conditions de travail sont souvent délétères. Laurent Vogel, chercheur québécois, s'est engagé dans la santé au travail et dresse un bilan des désavantages que les femmes cumulent dans le domaine de l'organisation du travail. Elles sont plus souvent exposées au travail monotone et répétitif, doivent assurer une charge de travail élevée avec une autonomie réduite. La ségrégation verticale les place les plus souvent sous l'autorité d'une hiérarchie masculine et les demandes émotionnelles de leur travail sont plus importantes. Et pourtant, ces conditions n'entrent pas dans les indicateurs sur la santé au travail. Dans sa configuration actuelle, le monde professionnel bannit les questions de santé spécifiques aux femmes et reproduit des inégalités entre les sexes. Il est de ce fait ce qu'on appelle un espace discriminatoire, c'est-à-dire un espace où la société n'a pas établi les règles de la mixité. Si la parité a été atteinte en ce qui concerne le nombre de femmes composant la population active, ni une mixité vivable, ni une égalité de traitement ne sont en place aujourd'hui dans la sphère professionnelle. Alors, là, on a une petite liste qui concerne les femmes et les personnes menstruées. Et on peut se demander quelles sont les mesures en place et quels sont les effets du travail sur ces événements dans le cours d'une vie. Donc, les effets du travail sur les menstruations, la grossesse, la ménopause sont vus comme des éléments propres à la sphère privée. C'est ce qu'explique Karen Messing, ergonome, dans un article qu'elle consacre à la santé des femmes au travail et à l'égalité professionnelle. Et elle est très claire sur un point. Lorsqu'une femme rencontre un problème de santé lié à une fonction biologique dite féminine, elle hésite à le relier à un problème de santé professionnelle. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas risquer de faire ressortir une différence qui pourrait nuire à son accès égal au travail. Messing identifie 3 autres situations dans lesquelles les femmes pourraient également hésiter avant de communiquer à propos d'un problème de santé au travail. Lorsqu'il faut faire preuve de force physique importante pouvant impliquer des dangers, lorsqu'une contrainte apparaît dans la conciliation travail-famille et lorsqu'elle rencontre des difficultés à fonctionner dans un collectif. On peut envisager ce silence comme le résultat d'une difficulté à affirmer ses spécificités et prérogatives de santé en tant que femme. Les questions de santé n'étant pas traitées sur le lieu de travail, elles ne sont alors abordées que dans la sphère privée. En France, des différences entre secteurs d'activité, entre statut public ou privé
et entre les tailles des établissements apparaissent dans les mesures mises en œuvre pour les aides à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Une diversité de pratiques au sein des établissements existe aussi selon la nature des métiers exercés. Lorsqu'on travaille de nuit, le week-end, ou que les horaires sont irréguliers ou imprévisibles, les difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée augmentent. Des obstacles peuvent limiter cette conciliation. Le silence et la gêne qui accompagnent les questions de santé gynécologique limitent la compréhension et les connaissances et rendent difficile la défense des requêtes à ce sujet. À cette méconnaissance s'ajoute le fait que les positions décisionnelles sont très majoritairement occupées par des hommes. Peut-être que vous êtes une des branches qui fait exception quand je regarde la salle. Cette ségrégation horizontale ne permet ni la prise en considération des questions gynécologiques, ni l'adaptation du monde du travail à la réalité d'une partie de la main-d'œuvre. Les chercheuses françaises Ariane Paillet et Anne Solas ont publié en 2009 un ouvrage intitulé « Entre famille et travail, des arrangements de couple aux pratiques des employeurs ». Elles expliquent que les mesures permettant de concilier vie professionnelle et sphère privée doivent s'accompagner d'une réflexion sur l'organisation du travail, sur la charge de travail et sur les horaires. Cela demande aussi de rompre non seulement avec les logiques gestionnaires de flexibilisation des pratiques, mais aussi avec certaines cultures d'entreprise, notamment françaises, qui font de la présence extensive au travail un signe de motivation. Si les entreprises peuvent participer à l'amélioration du bien-être des employés, il est aussi nécessaire que l'État joue son rôle afin d'homogénéiser les pratiques entre les entreprises. Donc, quelles mesures sont en place aujourd'hui dans le monde professionnel pour les sujets en lien avec la santé dite féminine? Nous avons le congé maternité. C'est la première législation au sujet de la grossesse, elle date de 1909, avec un congé de 8 semaines sans indemnité. 4 ans plus tard, une nouvelle loi octroie une allocation journalière, donc juste une allocation, pas un salaire garanti. Et les choses bougent avec la loi sur les assurances sociales entre 1928 et 1930. Aujourd'hui, la loi cadre 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après, qui sont à répartir, et une indemnité qui est versée par la sécurité sociale. Pour l'allaitement, un temps est prévu pour tout type d'entreprise, quel que soit l'effectif, 1 heure par jour répartie en 2 périodes. Pour les interruptions volontaires de grossesse ou fausses couches, une loi vient d'être adoptée au Sénat avec un ajout du gouvernement pour un arrêt maladie rémunéré sans jour de carence et qui devrait être effectif à partir du 1er janvier 2024. Mais quid de la ménopause, alors que 59% des femmes estiment que cette période peut avoir des effets négatifs sur le travail? Et quid des menstruations, un événement du quotidien, pourtant si peu considéré par l'organisation du travail? Je vais faire une petite pause, boire un coup et vous demander si vous avez besoin d'une définition de ce que sont les menstruations. Messieurs, on est bon? Est-ce que vous avez besoin d'une définition de ce qu'est le syndrome prémenstruel? Ouais, on y va? Alors, je sors le petit dico. Alors, tenez-vous. Syndrome prémenstruel. Causé par la chute des hormones que sont les œstrogènes et la progestérone en fin de cycle, le syndrome prémenstruel est l'ensemble des symptômes pouvant être ressentis lors des jours précédant les règles. Ces symptômes sont d'une intensité variable, pouvant autant passer inaperçus que se présenter sous une forme sévère appelée trouble dysphorique prémenstruel. L'environnement et le stress ont un effet sur le syndrome prémenstruel. Des personnes témoignent également de l'impact de certains types d'aliments. Voici quelques symptômes pouvant survenir. Ballonnement, douleur et tension mammaire, variation de l'appétit et désir irrépressible de certains aliments, constipation, fatigue, céphalée, bouffée de chaleur, insomnie avec difficulté d'endormissement ou période de veille nocturne, problèmes cutanés tels que l'acné, la dermite de grattage localisé, anxiété, tristesse, nervosité. On sent le vécu. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Voilà. Donc on parle ici d'événements physiologiques, mais en fait, les règles et le syndrome prémenstruel, c'est des événements qui ont été accompagnés d'un stigmate et de croyances diverses et variées. Si je vous dis, t'as tes règles, tu vas pas pouvoir faire la mayonnaise. Est-ce que ça vous parle?
C'est une légende urbaine, fête de la maillot. Voilà. C'est un sujet qui a été étudié pour sa dimension symbolique. Il a été aussi traité par les sociologues, mais il s'est concentré principalement sur l'adolescence, les premières règles, et le milieu scolaire. Et on a très peu dédié de recherche en sciences humaines sur les menstruations dans le cadre professionnel. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a quelques années. Donc, je me suis lancée dans le sujet. Ça... Voilà. Et, pardon pour le... Voilà. Je reprends un peu le contexte, l'histoire des règles. Donc, il y a une croyance que les règles sont toxiques. Et cette croyance, elle n'a pas épargné le milieu professionnel. C'est comme le montre Naïma Hanafi, historienne de la médecine, et Caroline Paul, anthropologue. Je cite... Au début du XXe siècle encore, certaines raffineries de sucre du nord de la France sont interdites aux femmes qui ont leurs règles lors de l'ébullition et du refroidissement par crainte d'un noircissement du sucre. Fin de citation. Et cette exclusion des femmes en période de règles n'était pas le seul impact de cet événement biologique sur l'expérience professionnelle. En effet, par le passé, les menstruations étaient utilisées aussi comme outil d'humiliation contre les travailleuses. C'est ce que révèle un grand syndicat français en milieu ouvrier dans la recherche menée par Fanny Gallo, historienne française spécialisée sur le travail des femmes et du syndicalisme. Je cite « L'humiliation par les règles, c'est l'utilisation sadique des tabous et de la honte que de nombreuses femmes ressentent quand elles perdent ce sang pour leur rappeler qu'elles ne sont pas des travailleuses à part entière, qu'entre les jambes, elles portent en permanence ce qui les fait vulnérables, perturbatrices de la sacro-sainte organisation du travail et donc coupables. Pas plus qu'être enceintes, les femmes n'ont pas le droit à leurs règles ou alors en silence. » Fin de citation. Donc, il est compréhensible il est possible que la réticence des femmes à discuter des douleurs menstruelles au travail soit une preuve de pudeur. On se livre avec difficulté sur les éléments liés à l'intimité et au corps. Une anthropologue américaine, Emily Martin, dans les années 80, a réalisé une enquête sur le rôle de la reproduction dans la vie des femmes. Son livre, que je vous conseille, The Woman in the Body, s'appuie sur des entretiens menés auprès de femmes dans des contextes variés. L'anthropologue constate que l'on place communément les menstruations dans le domaine privé du foyer et de la famille, et qu'il est donc compliqué d'aborder ce sujet dans le monde professionnel. Les femmes qu'elle a interviewées reconnaissent sans difficulté que les menstruations et le monde extérieur au foyer sont incompatibles. Certaines personnes ressentent une variation d'humeur, des symptômes physiques durant le syndrome prémenstruel, et la colère et l'irritabilité sont considérés comme des symptômes fréquents. Dans une société où la plupart des emplois exigent et récompensent la discipline de l'esprit et du corps, la perte de ces qualités est perçue comme négative. S'il est problématique pour une femme d'exprimer de telles émotions, c'est que la colère et l'irritabilité rendent difficile de remplir le rôle qui est attendu d'elle. Ces émotions entrent en contradiction avec les compétences associées aux métiers féminins du domaine du care, du soin. Durant les menstruations, une part importante des personnes subissent des dysménorrhées, c'est-à-dire des douleurs de règles, et elles doivent souvent prendre des anti-inflammatoires, antidouleurs et, en cas extrême, santé du travail. Le tabou qui marque les règles pousse les personnes à faire des efforts pour les dissimuler le sang, mais aussi dissimuler les produits menstruels, comme les tampons et les serviettes menstruelles. Mesdames, est-ce que vous connaissez la technique ? On va trouver une poche, on va serrer très fort son tampon dans la main pour ne pas montrer qu'on en a un quand on va aux toilettes. Et tout ça, ça se fait dans des institutions dont l'organisation du temps et de l'espace ne tiennent pas compte. Tout ce que je viens de vous dire, je le tiens de littérature scientifique, mais cette littérature, elle n'a pas suffi à formuler une réponse à la question que je me posais dans le cadre de mon mémoire de master. Question qui est: comment les femmes vivent-elles leur cycle menstruel et plus particulièrement leur menstruation dans le contexte professionnel ? Je vous présente ici les résultats d'une enquête que j'ai menée auprès d'une trentaine de personnes, toutes menstruées, ayant bénéficié d'une formation universitaire et exerçant une activité professionnelle en Suisse. Oui, parce que je suis franco-suisse. Donc, des fois, si je fais des petites erreurs sur le monde professionnel français, excusez-moi. Je n'ai fait que ma scolarité primaire en France, donc je n'ai pas toutes les notions. Voilà. Donc, principalement basée sur ces entretiens, mon enquête prend aussi en compte des journaux de menstruation, des carnets dans lesquels j'ai demandé aux personnes de noter leurs réflexions du quotidien pendant leur période de règles, mais aussi durant le reste du mois.
Donc pour répondre à ma question de recherche, je peux dire que les expériences liées au cycle menstruel sont multiples et dépendent des symptômes ressentis, des contextes professionnels, ainsi que des significations et représentations que chaque personne associe aux menstruations et à la féminité. Si les expériences sont multiples, les préoccupations qui accompagnent les menstruations et le syndrome prémenstruel sont-elles communément partagées ? Ces préoccupations concernent la maîtrise du sang, la maîtrise des impacts sur la productivité et les interactions, ainsi que sur la place des femmes dans le monde du travail. En effet, la divulgation des difficultés menstruelles vécues par certaines femmes et les revendications liées préoccupent les participantes qui redoutent une augmentation ou tout de moins une consolidation des inégalités subies par les femmes dans la sphère professionnelle. Ces inquiétudes prouvent qu'elles n'estiment pas leur position dans le marché du travail comme acquise. Vivre ces règles dans le contexte professionnel signifie une dissimulation du sang par des choix méthodiques des vêtements, sous-vêtements et pantalons, on va éviter le pantalon blanc, ainsi que des protections périodiques. La peur d'une fuite, d'une tâche est communément ressentie. Avoir ces règles implique qu'il faut également apprivoiser son corps, la vue et la maîtrise de son sang et d'éventuelles odeurs. Les menstruations s'inscrivent alors dans un contexte de vie privée et professionnelle, propre à chaque personne. Les expériences menstruelles devant s'adapter, entre autres, à leurs conditions de travail, ainsi qu'à la façon dont les femmes prennent soin de leur santé. Mais alors, comment faire pour atteindre une mixité vivable au travail ? En continuant cette étude de cas des menstruations, quelles mesures pourraient soutenir le quotidien des collaboratrices menstruées ? Je vais vous parler d'une mesure corrective, le congé menstruel. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec cette notion ? Est-ce que des gens ont besoin d'une définition ? Levez discrètement la main. Ok. Alors, merci. Le congé menstruel, c'est l'idée d'avoir un ou plusieurs jours de congé en cas de règles incapacitantes, donc règles douloureuses, règles hémorragiques, et qui seraient indemnisées ou non, ça dépend des lois. C'est une loi qui a été adoptée en février en Espagne. C'est le premier pays européen à avoir accepté cette loi. Il y a plusieurs propositions de loi en France en cours d'étude, et quelques organisations qui, à leur propre initiative, ont mis en place des phases de test ou ont définitivement mis en place ce congé menstruel. Donc, comment est-ce que cette mesure elle a été accueillie par les participantes de ma recherche ? Plutôt mal. Elles étaient très enthousiasmées par le concept. Elles disaient c'est génial, enfin on en parle, c'est vraiment super pour les personnes qui en ont besoin, mais je n'oserais pas le prendre et j'aurais peur que ça ait des conséquences sur mon accès au travail et sur l'accès global des femmes au travail. Souvent, on a aussi peur que... Une des peurs, c'était « Ah, mais on va dire qu'on en abuse ». Et à ça, on peut donner l'exemple de l'Indonésie, qui est un pays où le congé menstruel est en place depuis 1948. Et il s'avère que très peu de femmes l'utilisent, découragées par la procédure mise en place pour en bénéficier. Donc, la peur de l'augmentation des discriminations à l'emploi, elle est aussi associée à l'apparition de tensions au sein des équipes. Et c'est donc les deux craintes majoritaires évoquées lors des entretiens. Voilà. Et je crois que je vais passer à d'autres idées de mesures correctives. Je vous laisse réfléchir au congé menstruel, on pourra en discuter à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qu'un congé menstruel pour faciliter le quotidien des femmes et des personnes menstruées au travail ? Face aux peurs de discrimination, le conseil que je peux donner, c'est de penser à un concept plus global que le congé menstruel uniquement. L'idée, ce serait déjà de faciliter l'accès aux protections périodiques. Dans l'espace public en général, des produits périodiques jetables devraient être mis à disposition systématiquement et gratuitement dans les toilettes publiques, et pourquoi pas aussi dans les toilettes de vos organisations. On pourrait aussi penser les produits menstruels au même niveau que le papier toilette. On pourrait aussi évaluer et améliorer les infrastructures au travail, les toilettes, super sexy comme discussion, mais voilà, c'est le quotidien. Avoir des toilettes, déjà, avoir des toilettes propres, avec un lavabo, de l'eau, du savon,
des sèche-mains et des poubelles. Ça paraît basique, mais dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas le cas. Le deuxième élément du dispositif plus global, ce serait la sensibilisation. Il y a vraiment un manque d'éducation sur la santé sexuelle, menstruelle et gynécologique en milieu scolaire. Et vous n'êtes plus à l'école de toute manière, donc ce serait intéressant de mettre en place des sensibilisations au sujet des règles et de la santé menstruelle pour lutter contre les fausses informations, les stéréotypes et les légendes urbaines du type mayonnaise. Et il faudrait lutter donc pour une mixité plus vivable en faisant quitter les menstruations de la sphère publique et de la sphère privée, en abordant le sujet des règles plus facilement en société, non pas seulement entre femmes. Et il serait ainsi possible de mettre en place des nouvelles mesures plus adaptées. Je me suis concentrée sur les menstruations, mais en fait, il y a plein d'autres étapes de vie qui pourraient être intégrées dans cette logique de mixité vivable. Les menstruations, l'IVG, les fausses couches, la grossesse, la maternité, l'allaitement, la ménopause, ce sont des étapes de vie à intégrer dans l'organisation du travail. Et si vous me dites que c'est aux femmes de s'adapter au monde professionnel, je vais vous demander, sans les femmes, qui s'occupera de prendre soin des personnes âgées ? J'aimerais passer quelques instants sur le cas des membres de la FNADEPA. J'aimerais que nous prenions quelques instants pour réfléchir à la part des femmes et des personnes menstruées au sein de vos équipes. Quelle est la répartition dans la hiérarchie et entre les professions au sein de votre organisation ? Et aussi revenir sur ce schéma des étages de la mixité pour que vous puissiez vous poser la question de l'étage auquel votre organisation se situe du point de vue de la mixité. La mixité seule ne suffit pas, car afin de mieux corriger la discrimination sexuelle et sociale, l'égalité doit permettre la différenciation. Si l'on souhaite que les équipes, les collaborateurs et collaboratrices, les membres de la direction soient bien dans leur peau, si l'on souhaite qu'être une femme au travail soit plus facile ou en tout cas plus juste, je ne peux que vous inviter à ne pas les laisser tomber et à penser avec elles et pour elles des mesures correctives au sein de vos organisations. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Aline Boeuf, est-ce que vous avez des questions ou des partages, puisque Aline a terminé sur une réflexion sur vos organisations en termes de mixité. Est-ce que vous voulez partager certaines choses ? Si ça marche. Oui. Merci beaucoup. Je voulais juste aborder un point, voir si c'est une idée fausse ou pas. Nous avons effectivement des organisations avec une prédominance des femmes. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez également parlé de... Ici, là, nous sommes la plupart des directeurs d'EHPAD. J'ai le sentiment, sans jamais savoir si ça a vraiment été étudié, métier de directeur d'école, instituteur, directeur de maison de retraite, ça a été des métiers masculins au départ, et donc très reconnus. Chaque fois qu'un métier s'est féminisé, il a été moins reconnu, moins payé. J'ai le sentiment que c'est vrai à la fois pour des directeurs d'EHPAD, pour des enseignants, pour des tas d'autres métiers comme ça. Et aujourd'hui, dans le monde médical aussi, la présence des femmes médecins fait que ce métier se dévalorise. Est-ce que les études montrent que c'est réel ou pas ? Oui. Vous avez tout dit, c'est le cas. On voit des pertes aussi, des désengagements d'hommes dans certaines professions de par l'arrivée massive de femmes dans ces professions. Moi, je vais prendre un peu le contre-pied parce que votre présentation, elle me met en colère. Et notamment sur le fait qu'on ait à disposition des serviettes ou des tampons gratuites, je ne vois pas le sujet. Je crois qu'on peut en trouver partout en supermarché, qu'on ne propose pas des rasoirs gratuits aux hommes. Et je trouve que de pointer ces formes de revendications-là, c'est en fait ce qui nous éloigne de l'idéal d'être
juste des hommes et des femmes au travail, juste des humains au travail? Alors, est-ce que d'avoir de la barbe salit votre tenue de travail? Est-ce que vous devez vous fournir votre propre papier toilette pour aller aux toilettes dans votre entreprise? Ni les hommes ni les femmes. Enfin, on a du papier toilette dans Oui, les EHPAD. Ouais. Exactement. Pourquoi ne pourrions pas nous considérer les serviettes hygiéniques et les tampons au même niveau? Pardon? Commençons par tout. Un sujet qui n'est pas évident et qui peut effectivement diviser la salle, mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Bonjour. C'est pas une question, je suis désolé, c'est juste, ça parlera sans doute à Alain Brault. Vous imaginez la situation des aides à domicile qui passent de domicile en domicile. Nous, on essaye de le traiter au travail, hein, avec les syndicats, avec les représentants du personnel. Mais la question sur les menstruations, sur les grossesses, c'est le bordel. Je ne sais pas comment on arrivera à organiser le travail en prenant en compte l'ensemble de ces considérations, qui me semblent tout à fait justes et bien expliquées comme vous l'avez fait. Je suis totalement d'accord avec vous et c'est pour ça que en fait, je propose une réflexion sur l'ensemble du monde professionnel et aussi des questions très claires. J'ai interrogé des médecins en fait, pendant ma recherche pour savoir comment est-ce qu'elles vivaient leurs règles au travail. Elles ont été très claires. Elles m'ont dit « je morfle », mais en fait, la question ne se pose pas. Je vais au travail. Grippe, Covid, règle, je vais travailler parce que je ne mettrai pas mes collègues dans la merde. Et ça, c'est une réflexion globale sur l'état du système professionnel et du système de santé français, où il y a une détérioration des qualités de travail. Le monde professionnel français est à la traîne au niveau des indicateurs de santé au travail. On est le pays où il y a le plus d'accidents, le plus de morts au travail, et les conditions sont merdiques, désolée. Mais donc, en fait, c'est vraiment pas... C'est pour ça que je parle à un moment donné de la place de l'État dans la prise de position par rapport à ça et dans les actions pour mettre en place en fait, un travail qui n'est pas destructeur pour ses employés. Juste une remarque par rapport à ce qui a été dit sur les emplois. C'est une remarque, je ne connais pas l'étude auquel vous faites référence, mais la réalité pratique du terrain, parce que moi je suis avocat, je n'interviens pas avec les EHPAD, même si j'en suis beaucoup, c'est qu'on a quand même un investissement dans l'ensemble du champ professionnel de la montée en puissance des femmes. Magistrats, avocats, médecins, DRH dans les grandes entreprises, même dans les conseils d'administration de grandes entreprises. Du coup, je réagissais par rapport à cette notion de dévalorisation des métiers sur un plan financier. S'il est indiscutable qu'il y a encore un écart aujourd'hui dans certains types de métiers, peut-être de l'ordre de 15 ou 20%, ça s'est réduit sur la rémunération moyenne, j'avais du mal à voir, entre guillemets, cette conception de dire finalement un métier investi par les femmes se réduirait en termes de rémunération parce qu'elles en ont investi 90% sur des places importantes. Alors, je ne me demande pas si peut-être les métiers sont moins bien rémunérés d'une manière générale, mais votre remarque m'intéresse parce que moi, j'avais le sentiment justement que, et c'est très bien, les femmes étaient de plus en plus partout. Donc, sauf à dire que tous les métiers seraient un peu dégradés, voilà, votre réaction m'intéressait. Il y a des études qui ont montré que les femmes avaient tendance à moins bien négocier leur salaire. Donc, en fait, ce n'est pas forcément le salaire d'entrée, c'est plus les années qui suivent quand on demande des augmentations. Les femmes ont tendance à moins être assertives dans la négociation. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est... Je suis là, moi. Pardon. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est un monde du travail un peu plus idéal, ou en tout cas, c'est quoi une organisation où la mixité est vivable?
Vous avez des exemples? Des exemples concrets, non, pas dans le domaine des EHPAD et du soin à domicile. Il y a une entreprise à Toulouse, Louis Design, qui a mis en place le congé menstruel. Et au début, il était un peu réticent parce qu'en fait, c'est une entreprise de construction, enfin de menuiserie. Et donc, en fait, ils avaient des équipes, ils avaient des délais à respecter. Et ils se demandaient comment est-ce qu'on va faire pour respecter nos délais si quelqu'un prend un congé menstruel, fait sauter une journée de travail. On va pas tenir au niveau des plannings. Et en fait, ce qui a été mis en place, c'était avec les RH, les personnes qui avaient besoin d'un congé menstruel ont prévenu un peu de leur situation. Donc, c'est resté vraiment dans la sphère des RH, personne d'autre n'était au courant, mais de dire il y a un risque qu'une fois par mois, je prenne une demi-journée ou une journée d'arrêt. Et en fait, c'est ce qui a permis de mieux gérer les plannings parce que les RH étaient au courant, avaient pu ensuite communiquer avec les chefs d'équipe, et c'était plus des absences non maîtrisées qui sortaient de nulle part. C'était aussi des employés qui étaient en meilleure santé sur le terrain parce qu'elles avaient pu se reposer. Dans les toilettes, ils ont simplement ajouté à côté des papiers toilettes une boîte avec des produits menstruels de secours. Et aussi des séances, tous les ans, une séance de sensibilisation sur la question en fait, de la santé menstruelle et gynécologique. Je n'ai pas d'exemple plus concret, on est encore au départ de ces projets. Merci. Merci beaucoup, Aline Boeuf. Merci vraiment d'être venue porter ce sujet.